Il réunit un peu de chaux, un peu de sable, quelques moellons trouvés dans son clos, et le voilà qui commence à travailler. Mais à peine a-t-il un matin lancé une demi-truelle et de mortier pour boucher le premier trou et caler la première pierre que derrière lui s'entend héler d'une voix sévère. Ah, eh bien, père Rivoli! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est l'agent Boyer, en tournée matinale. Il porte sur son dos une carnassière bondée d'instruments de géométrie et sous son bras 2 nivelettes peintes en blanc et en rouge. Ha ha! À votre âge, on se met encore en contravention. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je répare mon mur. Vous voyez bien qu'il fout comme partout. Je le vois. Avez-vous une autorisation? Hein? Une autorisation? Que vous dites? Mais mon mur est-il à moi? J'ai-il besoin d'une autorisation pour faire de mon mur ce qui me plaît? Pour le ficher par terre ou pour le redresser si c'est mon idée? Ne faites pas le malin, vieux sacripant. Vous savez de quoi il retourne. Mais enfin, c'est-il mon mur, oui ou non? Ce mur est à vous. Il est sur la route. Vous ne pouvez pas réparer un mur qui est à vous, qui est sur la route. Mais si je le répare pas, il va tomber comme un homme mort. C'est possible. Cela ne me regarde pas. Je voudrais, sans procès verbal, primo, pour avoir réparé votre mur, sans autorisation. Secondo, pour avoir également, sans autorisation, déposé des matériaux sur une voie publique. Vous en avez pour une pièce de 50 écus d'amende. Ça vous apprendra à faire l'ignorant, père Rivoli. Le père Rivoli ouvre sa bouche toute grande, édentée, noire. Ses yeux virent dans leurs orbites ainsi que de minuscules toupies. Au bout d'une minute, il empoigne sa casquette d'un geste de découragement profond. Mais 50 écus! Si c'est Dieu possible, c'est Dieu! C'est pas tout. Vous allez réparer votre mur. Oh non, non, je réparerai pas, il vaut pas 50 écus. Arrivera ce qu'il voudra. Vous allez réparer votre mur, car il menace ruine. Il endommagerait la chaussée en tombant. Retenez bien ceci. S'il venait à tomber, vous en auriez cette fois pour 100 écus d'amende. Dans quel temps est-ce que je vis bon? Mon bon père Rivoli. Et vous allez sur du papier timbré de 12 sous 12. Demandez au préfet une autorisation. Je sais point écrit. C'est pas mon affaire. Enfin voilà, j'ai l'œil. Le père Rivoli rentre chez lui. Il ne sait quelle décision prendre. Mais il sait aussi que l'administration ne badine pas avec les pauvres jours. S'il répare son mur, c'est 50 écus d'amende. Il ne le répare pas, 100 écus d'amende. On l'oblige de le réparer, on le lui défend dans le même temps. Ses idées s'embrouillent, il a mal à la tête et s'entend dans toute leur étendue son impuissance, sa détresse et soupir. Et le député, l'autre jour, m'a dit que j'étais souverain, que tout ne se faisait que par moi, que je fais ce que je veux. Il va demander son avis à un voisin qui connaît la loi, étant conseiller municipal. C'est comme ça, père Rivoli. Il faut en passer par là. Et puisque vous ne savez point écrire, je veux bien vous obliger ce petit service.
Je vais vous rédiger votre demande. La demande est partie. 2 mois se passent. Le préfet ne répond pas. Les préfets ne répondent jamais. Ils font des vers. Ils flirtent avec les femmes des receveurs d'enregistrement. Ou bien ils sortent à Paris le soir, à l'Olympia, aux ambassadeurs. Chaque semaine, l'agent envoyé s'arrête devant la maison du père Rivoli. Alors, père Rivoli, et cette autorisation? Rien encore. Il faut envoyer une lettre de rappel. Et les lettres de rappel vont rejoindre dans la tombe des bureaux, parmi d'inviolables poussières, la demande écrite sur papier timbré. Et le mur s'abîme, les pierres s'en détachent, roulent sur la berge. Le mortier s'effrite et se soulève, car il est venu entre-temps une forte gelée, et les plaies gagnent, rongent de leurs lèvres. Le pauvre mur a demi écroulé. Une nuit de grand vent, il s'est écroulé. Tout à fait. En tombant, le mur a entraîné les espaliers du clos qui donnait de si beaux fruits à l'automne. Et l'agent envoyé est venu, terrible. Mais le père Rivoli ne peut pas payer ça. Toute sa fortune est dans son clos et dans ses 2 bras qui nourrissent le clos de leur continuelle fatigue. Le bonhomme devient sombre. Il ne quitte plus sa maison, où il reste toute la journée assis, devant l'âtre sans feu. L'huissier est venu 2 fois. Il a saisi la maison. Il a saisi le clos. Dans 8 jours, on va vendre tout cela. Alors, un soir, silencieux, le père Rivoli est descendu dans le cellier, sans lumière, à tâtons, parmi les pipes de cidre vides, les outils de travail, les paniers. Il cherche une grosse corde qui lui sert à rouler ses fûts de boisson, et il remonte dans son clos. Au milieu du clos est un grand noyer qui étend ses branches solides et noueuses au-dessus de l'herbe, parmi le ciel que nacrent les premiers rayons de lune. Il attache à une des branches hautes la corde, car il a grimpé au moyen d'une échelle et monté de fourche en fourche, et il noue la corde autour de son cou et se laisse tomber d'un bloc dans le vide. La corde, en glissant, a fait crier la branche a fait entendre un léger craquement. Le lendemain, le postier apporte l'autorisation du préfet. Il voit le pendu qui se balance au bout de la corde. Sur la branche, 2 oiseaux s'égosillent.
pourrais m'arrêter là, mais ça serait quand même pas très gai. Donc, pour finir le spectacle, je vais encore vous raconter une histoire de camion. L'histoire s'appelle La peur de l'âne. L'autre jour, un homme qui conduisait un petit âne par la bride descendait les Champs-Élysées à l'heure élégante. Le petit âne était tout petit, très svelte, joli. Il avait des jambes fines et nerveuses, comme celles des chevreuils, des yeux expressifs, enjoués, et d'une telle douceur que je voudrais en voir de pareil au visage des humains. Sa robe, lavée, peignée, lustrée, était gris rose, et une raie d'un noir de velours brillant lui courait comme un ruban sur le dos. Je les rencontrais, l'âne et l'homme, juste en face de la trouée que forment les nouveaux palais. À cet endroit, l'avenue est toujours fort encombrée par les voitures, et la circulation des piétons très difficile, surtout à cause des braves sergents de ville à qui est dévolu le privilège de rendre possible toute espèce de circulation dans Paris. Ce jour-là, l'encombrement était terrible. Et de plus, le pavé de bois glissant, le petit âne marchait péniblement en rechignant au milieu des voitures et des promeneurs, obligé qu'il était de se garer les unes et les autres, et il glissait sur ses sabots masquerés. En esprit de son agité, il manquait de tomber à chaque pas. Mais fais donc attention, lui disait l'homme, donc il lui parlait comme à une personne, mais très doucement, presque en camarade. Mais je tiens même pas debout. On va se moquer de toi, bien sûr. T'as l'air d'un petit âne pochard. Le petit âne dressa ses oreilles, qu'il avait très longues, en signe de mécontentement et de protestation. Et pourquoi aussi me conduis-tu dans cette avenue bruyante et fourmillante que tu sais si dangereuse aux petits ânes? Et pourquoi mes sabots ne tiennent-ils pas le pavé? C'est ta faute. Tu aurais dû prendre par le détour des rues. D'ailleurs, j'ignore où tu me conduis, et j'aime savoir ce que je fais. Allez, ne bavarde pas. Et viens. Pour un petit âne, souple et agile comme tu es, descendre les Champs-Élysées, c'est pas une affaire. Et puis, cette avenue est très chic. J'ai voulu que tu vois le beau monde. Le petit âne regarde tout ce monde brillant et paré qui passait dans tous les sens autour de lui. Il secoua d'un mouvement plus impatient ses longues oreilles, et moi je l'aime pas, ce monde-là. Je préfère les gens de mon village, et surtout les beaux talus des routes, et les vertes prairies, où je broute de l'herbe fraîche. Et puis je t'assure que le pavé de bois, il glisse. Il glisse. Allons, hein, ne fais pas l'entêté, et viens. Mais là, brusquement, s'était arrêté. Les oreilles baissées, la queue agitée. Mais alors, viens! Sacré petit bougre! Voilà encore que tu vas faire tes farces! Et l'homme imprima à la prise une secousse légère. Puis il imprima la route une secousse plus forte. Mais là, écarta ses jambes afin de mieux se caler sur le pavé et la tête oblique